Jean-Michel Soberou, bonjour. Oui, bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, donc Jean-Michel Soberou. Donc moi je suis climatologue à Météo France. Donc je travaille à la direction de la climatologie des services climatiques. Je suis adjoint scientifique de cette direction. C'est la thématique majeure de notre interview, c'est autour du réchauffement climatique. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous donner la différence entre la météo et le climat? Oui, donc je crois que c'est un sujet important ou une source de confusion importante entre météo et climat. Donc la météo, c'est le temps qu'il fait aujourd'hui ou le temps qu'il va faire dans les prochains jours. Et donc ça s'intéresse aux paramètres atmosphériques, mais de manière instantanée. Le climat s'intéresse aux paramètres atmosphériques, mais moyennés sur une période longue. Et donc au lieu de dire la météo, au lieu de donner les conditions pour les prochaines heures, c'est des conditions moyennes sur une période de 30 ans et souvent aussi sur des zones géographiques étendues. Donc on va faire le climat du continent européen. Voilà. Donc on n'est pas sur les mêmes... C'est surtout la période temporelle qui joue entre météo et climat. Et qu'est-ce qui régule justement ce climat? On sait qu'il y a plusieurs éléments, si vous pouvez nous les présenter. Alors donc voilà, donc la machine climatique terrestre, donc elle est quand même relativement complexe et riche. Hein. Donc dans les modèles de climat, peut-être par rapport au modèle météo justement, et on va représenter les différentes composantes. Donc il y a bien sûr l'atmosphère, mais il y a aussi bien sûr les océans qui représentent 75% de la surface de la planète et qui donc vont jouer un rôle très important pour transporter la chaleur. Il va avoir aussi ce qui se passe au niveau des glaces, que ce soit les glaces continentales, notamment, et puis les banquises, donc au niveau des pôles, donc un élément essentiel du climat de la planète. Et puis ce qui se passe aussi au niveau de la végétation, de la surface du sol qui va se réchauffer, qui va stocker la chaleur, et puis tout ce que fait la végétation dans son équilibre, donc l'évaporation et le rôle qu'elle joue dans la composition de l'atmosphère. Et tout ce système fait qu'on a un climat régulé, tempéré, et si l'un d'entre tous est modifié, évolue, c'est tout un équilibre qui s'effondre. Oui, bien sûr. Et donc peut-être effectivement le climat de la planète, je l'ai pas dit, mais ça allait un petit peu de soi. Il bénéficie de l'énergie du soleil. Et puis il y a cette énergie du soleil qui est d'une certaine façon stockée grâce à l'effet de serre. Voilà, donc c'est ce qui va permettre finalement de développer les conditions de vie que l'on a aujourd'hui sur la planète. Si on n'avait pas l'effet de serre, la température de la planète serait de l'ordre de moins 19 degrés à peu près en moyenne. Donc on n'aurait pas du tout les mêmes conditions. Hein. Donc on aurait quand même beaucoup plus de glace que d'eau. Mais par contre, voilà, donc cet effet de serre qui permet d'avoir une température moyenne de la planète autour de 15 degrés. Aujourd'hui, il est rendu beaucoup plus intense du fait des activités humaines. Et ça, c'est l'enjeu du changement climatique. Alors, vous l'avez évoqué vous-même, l'effet de serre. C'est un terme qui est au cœur des débats. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un gaz à effet de serre? Alors un gaz à effet de serre, ce sont un certain nombre certains gaz qui sont dans l'atmosphère, qui y sont naturellement, hein, et après que l'homme peut éventuellement augmenter leur concentration. Le premier gaz à effet de serre, c'est l'eau en fait. Hein, mais par contre, ce gaz à effet de serre-là, il a une durée de vie assez courte. Qui est lié au cycle de l'eau dans l'atmosphère, c'est de l'évaporation au niveau des océans et puis ensuite ça retombe sous forme de précipitation, donc on voit les nuages et puis ça retombe sous forme de précipitation. Le cycle de vie de l'eau il est très court, donc une vingtaine de jours à peu près, et finalement donc c'est pas un gaz à effet de serre qui est actif sur le long terme pour l'effet de serre sur la planète. Et donc ceux qui sont actifs, c'est ce fameux CO2. Voilà, donc, qui est bien connu, qui lui a une durée de vie de l'ordre d'un siècle à peu près. Hein. Et voilà, et donc naturellement il est présent dans l'atmosphère. Alors donc sa densité elle est très faible, hein. On est sur quelques parties par million. Hein. Mais par contre il a un rôle très, très intense pour réchauffer la planète. En quoi justement, ce gaz à effet de serre est-il un modificateur de notre climat? Eh bien, ce qui se passe donc, c'est que l'énergie qui est reçue par le Soleil, donc sur la planète, donc il y a une partie qui est réémise tout de suite, donc en fonction de la nature des sols. Et puis il y a cette énergie reçue, donc elle est transformée en chaleur, en énergie infrarouge, qui est ensuite réémise. Donc il y a un petit décalage donc au niveau des radiations.
Et par contre, donc, cette réémission vers l'atmosphère, elle rentre dans une gamme de radiation dans laquelle les gaz à effet de serre vont la piéger un petit peu. Hein, et donc vont retrouver prisonnière dans l'atmosphère. Voilà, elle va être conservée. Alors donc, et en fonction de la concentration des gaz à effet de serre, donc cet effet de piégeage, de conservation de la chaleur, il sera plus ou moins fort. Voilà, et donc, donc l'augmentation de gaz à effet de serre, donc j'ai parlé du CO2, mais le CH4 aussi, donc le méthane, est très important. Donc il a une durée de vie plus courte, mais par contre il a un facteur de réchauffement de l'atmosphère qui est plus fort, un gaz à effet de serre. Voilà. Et donc en fonction de leur évolution, eh bien, il réchauffe plus que ce qu'on aurait naturellement notre atmosphère et notre climat. Ces gaz en particulier, l'émission de ces gaz ont particulièrement augmenté depuis la révolution industrielle, l'ère pré-industrielle que l'on appelle, ce qui a été un tournant majeur dans ce processus de réchauffement climatique. De combien de degrés le climat mondial s'est réchauffé depuis le 19e siècle? Alors, donc, ça c'est les travaux du GIEC. Hein. Donc, en fait, on a des mesures à peu près régulièrement réparties sur la planète, on va dire depuis 1850, où on est capable de remonter jusqu'à 1850 à peu près. Hein. Avant, non. Enfin, pas avec des mesures instrumentales. Et donc, le climat, il s'est réchauffé aujourd'hui, maintenant, de l'ordre de 1 degré 1, 1 degré 2, à peu près, c'est ce que nous dit le GIEC. Hein. Depuis cette période-là. Et en France? Et en France, donc, on dispose de mesures, on va dire, régulièrement réparties sur le territoire qui nous permet d'avoir des indices robustes depuis 1900. Et depuis 1900, donc, la température moyenne en France s'est réchauffée de 1 degré 7, et voire même peut-être 1 degré 8. C'est plus que la moyenne? Alors c'est plus que la moyenne, oui, parce que donc, quand on regarde la moyenne de la planète, ça couvre beaucoup de zones océaniques, 75% de zones océaniques, et voilà, les océans ils se réchauffent un petit peu moins vite parce que donc, il faut chauffer, et par contre ils stockent beaucoup de chaleur, mais il y a une grande quantité d'eau à chauffer, donc ça prend un petit peu plus de temps, donc les océans se réchauffent moins vite que les surfaces continentales, et donc en fait la France est dans la moyenne des zones tempérées en termes de réchauffement. Sur les dernières années, on peut sentir une accélération notable du réchauffement climatique, notamment à partir des années 80. Quels événements naturels et non naturels ont contribué à cette soudaine accélération? Parce qu'on voit que la courbe, la hausse de la température moyenne du climat, elle était quand même croissante, mais c'était régulier. Les années 80, elles marquent une hausse notable. Est-ce que il y a plusieurs éléments là-dessus. Bon, d'abord, il y a effectivement, quand on regarde les émissions de CO2, hein, donc vous avez dit, donc elles démarrent, elles sont à la hausse à partir de l'ère pré-industrielle. À l'ère pré-industrielle, on est à 280 parties par million en termes de CO2. Aujourd'hui, on est à 410. Hein, c'est pour dire un petit peu ce qu'on a fait. Mais quand on regarde cette courbe, donc, qui est en hausse continue depuis l'ère pré-industrielle, il y a une accélération très forte dans les années 1960, à peu près dans les années 60. Et donc, c'est pas anormal que 20 ans après, on commence à avoir des effets au niveau planétaire, donc aux années 80. Dans cette période des années 80, donc évidemment, quand on analyse le réchauffement climatique, il faut bien intégrer que le système il a une variabilité naturelle aussi. Hein. Et donc dans les années 80, il peut aussi avoir une partie de variabilité naturelle qui font qu'on a des cycles de périodes plus chaudes. On avait eu aussi des périodes plus chaudes dans les années 40 au cours du XXe siècle. Alors c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi de manière un petit peu générale sur la planète. Et puis il y a d'autres choses aussi en fait, il y a d'autres actions, parce qu'on parle de l'effet de serre, mais il y a un effet un petit peu qui, dans ce qui relève finalement de l'anthropisation et de rôle des activités humaines sur l'atmosphère, il y a aussi ce qui relève des aérosols. Alors les aérosols, ce sont toutes les poussières que l'on peut émettre dans l'atmosphère et qui jouent le rôle inverse, c'est qu'elles filtrent le rayonnement solaire et donc elles réduisent le rayonnement solaire qui est reçu à la surface de la Terre. Et donc l'activité industrielle telle qu'elle a été développée au début du XXe siècle et même encore après la Seconde Guerre mondiale, elle émettait beaucoup de poussière, elle était assez polluante en fait. Hein. Et donc elle avait tendance à filtrer un petit peu le rayonnement solaire. Et donc, sûrement, elle contrebalançait en partie l'effet des gaz à effet de serre. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les années 70-80, on a commencé, notamment dans l'hémisphère nord, à avoir cette conscience de la pollution de l'air.
et on a mis en place des règlements pour que l'industrie réduise ces pollutions de l'air, ce qu'elle a fait. Et donc, quelque part, on a aussi peut-être cet effet de l'amélioration de la qualité de l'air qui a fait qu'on a plus ressenti directement les effets du CO2 que l'on avait émis précédemment dans l'atmosphère. C'est un bien pour un mal, finalement? Ça montre aussi, en tout cas, les limites de la géo-ingénierie. Là, ce n'était pas de la géo-ingénierie volontaire, mais quand on peut réduire l'augmentation des effets de la température, donc en réduisant de manière artificielle le rayonnement solaire et donc finalement la chaleur reçue effectivement au niveau de la planète. Mais il faut savoir que quand on arrête de faire ça, eh bien on a un rattrapage immédiat au niveau du climat. Et donc c'est ce qui s'est passé peut-être un petit peu dans les années 80. Et donc on a eu un réchauffement rapide qui a été ressenti un petit peu à différents endroits de la planète. Oui. On a beaucoup parlé des conséquences du réchauffement climatique dans le futur, mais on va parler maintenant, aujourd'hui, des conséquences actuelles sur notre planète. Tout d'abord, on va partir ce qui parle à tout le monde, c'est la fonte des glaces et le recul des glaciers. On a eu par exemple un glacier de l'Himalaya qui s'est effondré il y a quelques semaines avec beaucoup de dégâts matériels, des décès. Est-ce que, quel rôle, quelles observations vous avez au niveau de la fonte des glaces et du recul des glaciers à l'échelle mondiale et à l'échelle européenne? Alors donc l'évolution des glaciers, donc elle est très bien suivie au niveau planétaire. Hein, donc il y a une collaboration là, et un suivi des principaux glaciers. Hein, donc il y a une bonne connaissance. Donc les glaciologues sont vraiment des membres très actifs de la communauté du climat. Donc on connaît bien cette diminution des glaciers. Donc on fait des bilans de masse des glaciers. Donc, alors ça se fait partout dans la planète, ça se fait aussi en France, ça se fait même en France, ça se fait dans les Alpes et aussi dans les Pyrénées. Et donc on a ce suivi des glaciers, alors comme ça on a des chiffres et voilà, c'est des suivis annuels. Donc dans les Pyrénées on sait que les glaciers ils ont reculé de 85% à peu près depuis le petit âge glaciaire. Dans les Alpes c'est plutôt de moitié, c'est de l'ordre de 50%. Donc tous les glaciers reculent aujourd'hui sur la planète. Et voilà, donc on a une très bonne connaissance de cette évolution. Et vous notez une sévère accélération? Oui, tout à fait. Alors donc voilà, ceux qui sont allés récemment à Chamonix et qui étaient allés il y a 20 ou 30 ans sont vraiment édifiés par aujourd'hui l'état de la mer de glace, par exemple. Donc voilà. Donc les glaciers, c'est intéressant aussi parce qu'ils permettent d'accéder peut-être plus facilement et de manière visuelle à cette évolution de notre climat. Et voilà, si on compare deux photos de glaciers, ne serait-ce qu'éloignés de 20 ou 30 ans, on voit à quelle vitesse finalement donc, le climat de ces zones de montagne évolue. Quand un glacier recule, quelle est la conséquence sur un point de vue climatologique? C'est plutôt un témoin du climat que la conséquence, le fait que alors certains glaciers peuvent contribuer pour la ressource en eau de manière assez importante pour les populations qui vivent en dessous. C'est le cas dans les Andes ou en Himalaya. Donc le recul d'un glacier, la fonte d'un glacier, ça peut être une problématique pour l'alimentation en eau des populations qui en dépendent. On voit bien aussi qu'il y a des risques glaciaires, donc quand ces glaciers reculent, donc ils ne font pas que fondre gentiment et doucement. Il peut y avoir des écoulements brutaux qui se produisent des ruptures. Donc il y a dans les Alpes, il y a eu plusieurs fois donc, des effondrements de glaciers là, qui peuvent atteindre des vallées, qui peuvent atteindre des fois des villages. Donc il y a ce risque-là, il y a des poches d'eau des fois qui peuvent se former derrière lorsque les glaciers fondent. Donc il y a quand même tout un suivi très précis de ce qui se passe en montagne et des risques associés à cette fonte des glaciers qui est maintenant très, très engagée et très rapide. On a beaucoup parlé des glaciers. Est-ce qu'on maintenant pourrait se pencher sur la question des pôles, l'Arctique, l'Antarctique? La fonte des glaces est-elle alarmante et préoccupante? Alors oui, donc je l'ai dit dans mon propos introductif, donc les glaces des pôles, que ce soit l'Arctique ou l'Antarctique, c'est un élément essentiel de notre machine climatique. Et donc on a des mesures homogènes depuis à peu près la période des années 80, basées sur de l'image satellite pour voir l'évolution. Donc cette évolution, elle est de la fonte de l'Arctique, elle est bien engagée depuis déjà plusieurs décennies. Et c'est bien sûr très inquiétant
Alors, à plusieurs titres, parce qu'il y a d'abord l'enjeu finalement de ce territoire, et donc avec des enjeux de biodiversité, avec une biodiversité tout à fait exceptionnelle qui est en train de disparaître. Donc on pense bien sûr à l'ours polaire, mais à toutes les espèces animales qui vivent dans ces zones-là. C'est aussi un enjeu pour l'élévation du niveau de la mer également, puisque donc quand la banquise fond, eh bien donc tout ça, ça alimente, et les glaciers continentaux aussi, mais tout ça, ça alimente le niveau des océans qui est aussi en hausse continue, et c'est une hausse très préoccupante sûrement qui doit être préoccupante pour les populations humaines parce qu'elles se rassemblent beaucoup sur les littoraux. L'Antarctique, donc effectivement, maintenant on a des indices également d'une fonte. Donc c'est un peu plus récent, c'est un peu plus compliqué comme dynamique. L'Antarctique est un peu protégé au niveau des courants océaniques, mais aujourd'hui donc on a une fonte qui est engagée. On voit qu'il y a des icebergs géants là qui s'en détachent. Et donc on n'est plus sur de la variabilité naturelle, on est aussi sur quelque chose qui est engagé. Alors ça va prendre plusieurs siècles. Mais par contre, donc, la fonte de l'Antarctique, vu les quantités d'eau qui sont stockées, ce serait évidemment totalement catastrophique pour la planète. On peut y faire un lien avec l'activité humaine? Il n'y a qu'un lien avec l'activité humaine à faire. Donc le réchauffement de la planète, c'est 100% la responsabilité des activités humaines. Donc là, il n'y a aucun doute. Voilà. La question aujourd'hui, ce n'est pas de faire le lien avec l'activité humaine, c'est de savoir si l'activité humaine, on arrivera à la maîtriser, on arrivera à avoir une autre trajectoire que les trajectoires actuelles qui conduisent donc effectivement à un réchauffement intense. On y viendra tout à l'heure. La décennie 2010-2020, la dernière qui vient de s'écouler, a été la plus chaude jamais enregistrée depuis que les données sont en place, relevées. En quoi, par exemple, on va y venir, c'est une conséquence qui nous concerne tous, ces dernières années, on les a de plus en plus observées. Ce sont les vagues de chaleur qui se sont multipliées, notamment sur le territoire français par exemple. En quoi ces vagues de chaleur sont imputables directement au réchauffement climatique, si elles le sont? Effectivement, donc le réchauffement climatique, il se traduit par d'autres effets que simplement l'élévation de la température moyenne, que l'on a évoqué au début de notre entretien. Donc j'ai parlé aussi de l'élévation du niveau de l'océan, et puis donc il y a l'activation, l'intensification des événements extrêmes, de certains événements extrêmes, pas tous les événements extrêmes, mais les vagues de chaleur font partie des événements extrêmes qui sont directement liés, imputables aux effets du changement climatique. Alors, et puis c'est assez spectaculaire. Donc en France, quand on analyse les vagues de chaleur, donc on les analyse de manière assez précise depuis 1947, depuis la Seconde Guerre mondiale, et donc le nombre d'événements de vagues de chaleur, il a été multiplié par 4 en fait au cours des 30 dernières années par rapport aux 30 années précédentes. Et évidemment, donc, maintenant on a pratiquement des vagues de chaleur tous les étés en France. C'est devenu quelque chose qui est devenu. Ça fait partie de des conditions actuelles de notre climat, mais ce n'était pas le cas dans les années 80. On pouvait avoir plusieurs étés successifs sans vagues de chaleur. Alors justement, on entend beaucoup l'été c'est normal, il fait chaud. À chaque fois, ce genre de discours est récurrent. Est-ce que c'est normal en France d'avoir par exemple 3 années d'affilée des températures qui dépassent les 40 degrés à Paris? Je ne sais pas ce que l'on met derrière le terme normal, mais ce qui est sûr, c'est que c'était quelque chose qui ne relevait pas. Pour nous, ce sont toujours des événements exceptionnels parce que quand on le compare donc, à nos séries climatologiques, eh bien, ce sont toujours des. Voilà. Donc Paris a battu son record de chaleur en 2019. Donc il a même pulvérisé par rapport à ce qu'on avait connu dans le passé. Donc non, ça n'a rien d'homogène par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Et voilà, et ça ne relève pas de la variabilité naturelle du climat. Alors ce que l'on fait sur les vagues de chaleur, un petit peu qui est nouveau, ce qu'on est capable de faire, c'est qu'au-delà de la détection, tout à l'heure je viens de vous dire, donc on détecte le fait que ces vagues de chaleur sont plus nombreuses aujourd'hui que ce qu'elles étaient dans le passé. Ce qu'on est capable aussi de faire aujourd'hui, c'est de l'attribution. Et c'est de dire en quoi le changement climatique a modifié la probabilité d'occurrence de cet événement et en quoi il a modifié son intensité. Donc ça, c'est des travaux qui sont réalisés là, depuis plusieurs années, qui ont fait l'objet d'une analyse à chaud à partir de la vague de chaleur les 2 vagues de chaleur de 2019.
en France. Et donc voilà, ce qui a été montré, c'est que la probabilité d'avoir des événements de ce type a été multipliée par 10 ou par 100, ça dépend des événements. Voire certains événements comme la vague de chaleur de juin 2019 ou de juillet 2019 auraient été quasi impossibles dans un climat de début du XXe siècle. Et on montre aussi que l'intensité de ces événements donc, a été renforcée de l'ordre de 2 degrés à peu près, voire plus pour certains événements. Et voilà, donc on est aujourd'hui capable de chiffrer quel est l'impact du changement climatique sur ces événements. Donc ce n'est pas le changement climatique qui a créé ces événements. Il aurait pu avoir des vagues de chaleur, ça existait déjà. Il y en avait eu en 1976, il y en avait eu en 1947, il y avait eu des vagues. Voilà. Mais par contre, ça les a rendus plus probables et plus intenses. À partir de quel moment on peut parler de canicule? Il y a celle de 2003 qui marquera jamais l'histoire française. Ça, je suis pas sûr. Moi, je vous interromps là. Je pense qu'aujourd'hui, ça reste l'événement de référence. Je suis pas sûr que ça le reste dans les prochaines décennies, mais on verra ce que nous réserve l'avenir. Est-ce que la France s'est adaptée? À partir de quel moment elle déclenche ces plans de vigilance? Notamment, on a eu beaucoup de vigilance rouge depuis 2-3 ans, ce qui était, voilà, c'est nouveau. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le processus de déclenchement d'une vigilance rouge canicule? 2003, donc ça a été un événement, ça a été un choc, je pense, pour l'ensemble de la société, un choc pour les climatologues, mais un choc pour l'ensemble de la société, et puis donc avec une surmortalité très importante. Et ce qui a montré qu'à ce moment-là, donc nos systèmes d'alerte des populations et nos systèmes de protection des populations, ils n'étaient pas préparés à avoir cet événement-là. Donc après 2003, il y a eu beaucoup d'efforts qui se sont mis en place pour avoir des plans de protection des populations, pour améliorer finalement pour réduire l'exposition des populations. Donc il y a eu beaucoup de climatiseurs qui ont été installés dans les maisons de retraite, il y a eu beaucoup de réflexions sur la façon de traiter du point de vue sanitaire ces événements. Pour autant, malgré tous ces efforts, on a quand même une surmortalité qui reste significative en France sur ces événements. Alors c'est sûr que maintenant par rapport à la Covid, on a d'autres références, mais en 2020, il y a encore une surmortalité de l'ordre de 2000 décès. Liés aux vagues de chaleur de l'été 2020. Et donc c'est la deuxième valeur après 2003. Donc 2003 c'était 15 000 décès supplémentaires. Et donc 2020 c'est 2000 décès supplémentaires. C'est pas négligeable quand même, 2000 décès supplémentaires. Et donc on voit que malgré tous les plans de précaution et tous les progrès que l'on a pu faire, c'est toujours des événements qui ne sont pas sans effet sur les populations et qui continuent d'être problématique et qui nécessite d'être regardé de très près. Donc effectivement, on a un suivi entre Météo France et puis Santé publique France, donc l'agence qui est en charge là, des problématiques sanitaires, pour essayer de déterminer les seuils qui nécessitent l'alerte des populations, la mise en vigilance. Et donc voilà, c'est une collaboration et ça permet d'annoncer à l'avance et de mettre en place tout un ensemble de mesures, de réserver aussi de la place dans les hôpitaux, et on sait à quel point c'est compliqué aujourd'hui, pour pouvoir prévenir et traiter ces événements. Donc pour la première fois en 2019, donc, le système de vigilance lié aux canicules a atteint le niveau rouge. Il a atteint une première fois en juin, il a atteint une deuxième fois en juillet. Donc ce niveau de vigilance rouge a de nouveau été activé l'été dernier, en août 2020. Donc voilà, on voit que ça reste des phénomènes qui sont très graves donc au niveau des impacts sanitaires en France. On était plutôt sur des pics de chaleur, je vais dire courts, entre guillemets, pas plus d'une semaine, peut-être un poil plus selon les régions. Quelles seraient les conséquences d'une vague de chaleur d'une même intensité, mais sur une période, par exemple, de 3 semaines, 1 mois? Ben je crois qu'on ne le sait pas. C'est possible, ça peut arriver. En tout cas, donc, dans les projections climatiques, effectivement, alors, je vais dire qu'un événement de type 2003, il est assez probable qu'on en rencontre d'autres en France d'ici dans les prochaines décennies. En tout cas, la probabilité d'avoir un événement de type 2003, quand il s'est produit en 2003, il était particulièrement rare, donc la probabilité d'occurrence était supérieure à la centenale. On avait moins d'une chance sur 100 d'en connaître un. Aujourd'hui, par contre, les choses ont bien changé, et donc
on est sur des probabilités aux alentours d'une fois tous les 20 ans. Donc au cours des 30 prochaines années, ça serait assez possible qu'on ait un événement de ce type-là. D'avoir des événements beaucoup plus forts que 2003. C'est pas tout à fait ce que nous disent les projections climatiques dans les prochaines décennies. Donc, mais de nouveau, vivre un nouvel événement de type 2003, je crois que ça serait pas du tout anodin. Et c'est pas sûr que les conséquences seraient sûrement assez fortes. Et ce serait un test très important pour tous nos systèmes qui ont été développés depuis. Ces vagues de chaleur, on en parle, il y a des conséquences directes sur la mortalité, mais elles ont d'autres conséquences, c'est la sécheresse et les incendies. Est-ce que la France, qui est un pays quand même où l'agriculture a une part importante dans notre économie, est-ce qu'on connaît des périodes plus sèches et de plus en plus longues et de plus en plus fortes ? Effectivement, donc en plus des vagues de chaleur, donc il y a un autre phénomène que l'on peut relier assez facilement au changement climatique, ce sont les sécheresses. Alors pas les sécheresses en termes de déficit de précipitations, parce que ça, elles existaient déjà dans le climat, dans notre climat précédent, on va dire, le climat d'avant, si je peux me permettre cette expression. Et par contre, donc, ce qui se passe avec le changement climatique, c'est qu'avec les températures plus élevées, l'évaporation est forte et beaucoup plus forte, et donc c'est le sol qui s'assèche. Alors donc c'est très important pour nos agriculteurs parce que c'est le milieu dans lequel donc ils vont développer l'agriculture. Ça a des conséquences aussi sur la biodiversité. Donc ces sécheresses du sol, ce sont elles qui se sont aggravées très fortement donc en France et que l'on est capable de mesurer donc l'évolution. Donc elles se sont multipliées par deux en termes d'intensité, en termes de fréquence, entre la période avant 1980 et la période d'aujourd'hui, et de même par 3 dans certaines régions du sud de la France. Donc on a quelque chose qui est vraiment de nouveau très intense en termes d'évolution. Et donc elles viennent, elles aussi, elles font presque partie des conditions que l'on rencontre tous les étés aujourd'hui, avec des conditions de grosses difficultés de gestion de la ressource en eau dans beaucoup de régions. Justement, les conséquences de la sécheresse, c'est quoi? C'est l'approvisionnement en eau, Alors elles sont multiples et puis elles vont dépendre finalement du contexte hydrologique des différentes régions. Donc la première chose, c'est que il y a le fait d'avoir des sols très secs, ça nécessite des besoins supplémentaires en irrigation. Certaines cultures ne sont pas irriguées, donc lorsqu'on pense à l'élevage par exemple, il y a des problèmes pour nourrir le bétail, pour l'abreuver aussi, donc ça veut dire qu'il y a des mesures de protection à prendre tout de suite. Donc cette sécheresse des sols, donc elle favorise le risque d'incendie. Donc vous l'avez dit, et puis voilà, et donc ça pose aussi des problèmes globalement de ressources en eau, souvent parce que lorsque la sécheresse des sols se développe, ça veut dire assez rapidement qu'il y a aussi souvent une sécheresse hydrologique qui se développe également, éventuellement ultérieurement. Les cours d'eau, le niveau des cours d'eau baisse énormément. Et donc on peut avoir à ce moment-là des conditions de difficulté, de tension sur la ressource en eau pour ces différents usages. Donc la priorité c'est l'alimentation en eau potable, mais il y a aussi un grand nombre d'utilisations de l'eau. L'eau ça sert du point de vue touristique, ça sert aussi du point de vue de l'énergie. On a quelques centrales nucléaires à refroidir avec l'eau. Donc voilà, donc il y a de gros enjeux autour de l'eau et c'est un sujet de préoccupation majeure. Alors par exemple, on a eu un hiver très pluvieux, hormis sur le pourtour méditerranéen. Est-ce qu'un hiver pluvieux est un geste barrière contre une sécheresse estivale? Eh bien non. Eh bien non, et d'ailleurs on aurait des exemples assez récents pour le prouver. Alors ça a quand même des avantages, c'est qu'au moins donc, il a permis un bon remplissage des nappes et donc quelque part on a stocké un petit peu d'eau ou beaucoup d'eau qu'on pourra. Alors c'est pas vrai pour tous les territoires. Tous les territoires ne disposent pas de nappes abondantes dans lesquelles ils pourront puiser pendant l'été. Mais certains territoires qui en sont pourvus pourront récupérer cette ressource en eau l'été prochain. Mais par contre, donc, on sait que l'eau du sol peut être très volatile et que la situation des inondations catastrophiques que l'on a connues début février ne nous dit rien sur ce qui pourra se produire l'été prochain et on pourrait très bien avoir une sécheresse majeure l'été prochain. Donc c'est pas loin, on n'a pas besoin de revenir très loin dans le passé pour retrouver cette configuration-là, puisque c'est ce qui s'est passé en 2020. Et donc à la fin du
de l'hiver. On était dans des conditions très excédentaires dans de nombreuses régions, notamment le nord-est de la France. Et ça n'a pas empêché, donc, après des périodes d'un printemps très chaud et très sec, de se retrouver dans des conditions de sécheresse de nouveau exceptionnelles au début de l'été. Donc effectivement, ça ne nous protège pas. Il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres, où les sécheresses sont plus récurrentes que d'autres? Alors, la sécheresse, donc, ça se réfère donc aussi aux conditions normales de la région. Donc, contrairement à l'aridité, le terme aridité qui correspondrait à des climats qui seraient naturellement plus secs, comme le climat méditerranéen, la notion de sécheresse, c'est un déficit d'une des composantes hydrologiques en termes de définition. Donc, toutes les régions peuvent connaître des sécheresses, et même les régions qui sont les plus humides naturellement peuvent connaître des sécheresses. Donc, mais elles ne seront pas déclenchées, les seuils ne seront pas les mêmes, du coup. Alors, les conséquences ne seront pas les mêmes, mais les conséquences, elles sont aussi liées finalement à la vulnérabilité des activités par rapport à cette sécheresse. Le fait que, par exemple, pour l'agriculture, il y ait déjà un système d'irrigation qui soit en place, ça permet d'être plus résilient finalement lorsqu'une sécheresse se produit. Ce que l'on voit aussi, c'est que ces sécheresses, donc, elles peuvent avoir une intensité plus forte lorsque naturellement la région est plus humide. Et c'est peut-être donc ce qui est rencontré depuis maintenant une succession de 4-5 ans dans les régions de l'Est de la France, qui naturellement bénéficient d'un climat qui est relativement plus humide l'été. Et ce n'est pas le cas au cours des dernières années. Et donc là, on a des sécheresses qui sont sévères et qui s'éloignent énormément des moyennes climatiques dont elles disposaient jusqu'à présent. On a parlé de la sécheresse, on va brièvement aborder la question des incendies. On l'a vu, elle est sur le plan international, l'Australie, la Sibérie, l'Amazonie, les gigantesques incendies sont de plus en plus nombreux, sont de plus en plus gros, de plus en plus massifs, ils brûlent de plus en plus d'hectares. Est-ce que c'est un petit peu un cercle vicieux, puisque ces incendies finalement contribuent à réchauffer notre climat? Oui, donc les incendies, c'est une des incendies qui peuvent se déclencher naturellement. Hein. C'est une source importante des émissions de CO2 de la planète. Donc effectivement, lorsqu'il y a des incendies, donc, ça contribue à augmenter donc, la concentration en gaz à effet de serre sur la planète. Alors, dans ces incendies, donc il y a différentes choses. Il peut avoir aussi le rôle de l'homme, peut avoir donc sur la façon dont il a aménagé lui-même donc ses forêts, parce que ce ne sont pas toujours des forêts naturelles. L'homme peut être aussi à l'origine du déclenchement de ces incendies de manière criminelle. Donc voilà, l'analyse finalement de l'attribution, en tout cas l'attribution des incendies au changement climatique, elle est un peu plus compliquée parce que donc il y a des conditions naturelles qui favorisent les incendies, mais ensuite la façon dont ces incendies se déclenchent et la façon dont ils sont gérés, par contre là donc ça nous renvoie sur le rôle de l'homme. Mais en tout cas, ce que l'on peut montrer du point de vue climatique, c'est que le risque d'incendie, le risque que des incendies se développent, eh bien, lui, il augmente très fortement du fait du changement climatique. Et sur des périodes de plus en plus longues, par exemple le pourtour méditerranéen. Sur des périodes de plus en plus longues, il y a quelque chose qui s'appelle l'IFM. L'IFM. Voilà, l'indice feu météorologique. Donc voilà, donc c'est cet indice-là que l'on suit. Alors, il se produit de manière de plus en plus longue sur des régions qui connaissaient ce risque précédemment, principalement l'été. Donc on a connu notamment en 2017 de mémoire donc, des incendies en hiver sur les régions méditerranéennes, même début janvier je crois en Corse. On en a eu aussi cette année dans les Landes. Et aussi voilà, donc ça c'est lié au fait que les conditions de sécheresse perdurent au-delà de ce que l'on a d'habitude. Et puis peut-être encore plus embêtant, moi je pense, c'est qu'il y a des incendies qui se produisent dans des zones qui n'étaient pas confrontées jusqu'à présent à ce risque. Et donc ça c'est un petit peu ce que nous disent aussi les projections climatiques. En France, c'est finalement toutes les zones forestières et donc il y a de très belles forêts dans le nord de la France, voire à proximité de la région parisienne, et on sait que voilà, donc elles pourront être soumises au risque d'incendie. Et on commence, d'ailleurs, il me semble qu'au cours des étés derniers, on a eu des incendies qui se sont déclenchés dans les Ardennes, par exemple. C'était des zones qui ne sont pas habituées à ce risque
et donc ça pose des problèmes pour la gestion de la forêt et la lutte contre les feux. Très bien. Bon, on a parlé de l'été, on va passer sur une autre saison, celle de l'automne, qui est généralement, qui donne le coup d'envoi de ce qu'on appelle les épisodes méditerranéens cévenols sur le pourtour méditerranéen. Tout d'abord, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre un épisode cévenol et un épisode méditerranéen, qui ne sont pas les mêmes choses? C'est vrai qu'on a utilisé le terme des fois épisode cévenol alors qu'on n'était pas sur la région des Cévennes. Donc l'épisode cévenol, c'est une zone de pluie intense qui se développe effectivement principalement à l'automne et donc où il y a une interaction forte avec le relief. Donc ce relief des Cévennes, il se situe donc à proximité de la Méditerranée, mais il fait aussi barrage donc au flux de sud qui amène ces perturbations intenses. Et donc on a une activation finalement des perturbations méditerranéennes d'automne, logique, avec le relief, et ça donne des précipitations intenses et très durables. Alors, on peut, dans le terme cévenol, sûrement prendre en compte l'interaction du relief finalement avec les perturbations méditerranéennes et les événements qui se sont produits dans les Alpes-Maritimes. On aurait presque envie de les appeler cévenols tellement ils ont été violents à l'automne dernier. De par la barrière des Alpes. Et la barrière des Alpes, et les Alpes du Sud jouent un petit peu le même rôle que les Cévennes. Alors les Cévennes, c'est un relief qui est très organisé pour faire cette opposition. C'est moins le relief des Alpes est plus complexe. Et donc peut-être ça joue moins cet effet-là habituellement, mais dans le cas présent, ça a très bien joué. Les événements méditerranéens, des pluies intenses, on peut en avoir dans les plaines, dans les régions méditerranéennes, et on peut avoir donc des orages stationnaires qui sont très violents. Donc on avait connu celui à Nîmes par exemple, dans les années 80, donc des choses très anciennes. On a aussi des événements qui se produisent. Il y a eu les inondations dans l'Aude en 1999. On n'est pas en interaction avec les Cévennes, et pour autant donc on a des événements très intenses avec des systèmes stationnaires qui apportent énormément d'eau dans ces zones-là. Et donc il n'y a pas que le soulèvement orographique sur le relief des Cévennes qui génère finalement ce type d'événements très intenses. Voilà. Donc il y a des écoulements et il y a des situations de blocage d'événements stationnaires qui se mettent en place dans ces zones-là, au-delà d'avoir une forte activité qui est liée aussi au caractère méditerranéen des masses d'air. Ces événements, on a le sentiment, vous en avez parlé, c'est ce qui s'est passé dans la vallée de la Roya, ce qui s'est passé aussi dans l'Aude en 2018, dans l'Hérault en 2019. On a l'impression qu'ils sont de plus en plus dévastateurs, de plus en plus violents et donnent de plus en plus de cumul d'eau. Même si, par exemple, Lézignan-Corbière est un cas à part en 99, vous l'avez dit tout à l'heure, avec plus de 600 mm, où on a du mal je ne sais pas si on a atteint ces cumuls récemment, notamment par exemple dans la vallée de la Roya, mais est-ce que vous notez qu'à cause du réchauffement climatique, ces événements sont de plus en plus violents? D'abord, donc, ces événements ils font partie du climat méditerranéen. Et donc, on a des événements très intenses. On a connu, de tout temps, je pense, des événements très intenses sur ces régions-là. Donc, si on remonte un petit peu dans le passé, les événements d'inondation du Vidourle sont connus. Il y en a eu de très violents dans les années 50, en 1958. Il y a l'Eigat de 40 dans les Pyrénées-Orientales, qui avait eu lieu à l'automne 1940. Donc, ces événements, ils font partie du climat méditerranéen. Pour autant, donc, ça n'empêche pas de se poser la question de savoir s'ils deviennent plus intenses ces dernières années avec le réchauffement climatique. Donc, il y a eu les études qui ont été menées en mobilisant toutes les observations de précipitations dont on dispose, ont montré qu'effectivement, l'intensité des précipitations avait augmenté au cours de ces dernières décennies et que le pourcentage d'augmentation, il est estimé aujourd'hui à 20% à peu près. Supplémentaires depuis les années 60. Donc on a bien un effet du changement climatique pour rendre ces événements plus intenses en termes de cumul de précipitations. Pour vulgariser, je vous coupe un instant, c'est 20% supplémentaire, c'est-à-dire qu'un épisode qui aurait donné 20% d'eau en plus qu'il y a que dans les années 60. Et donc voilà, donc on peut dire si on prend l'événement, on va prendre 500 mm à Lézignan-Corbière, si on rajoute 20%, ça ferait 600 au lieu de tomber sur 500. Donc c'est pas négligeable du tout. Voilà. Maintenant, si on regarde l'aggravation des conséquences des inondations sur ces régions-là, donc il faut aussi prendre en compte
l'aménagement et la pression démographique qui a eu lieu sur ces zones-là. Donc c'est un élément en plus qu'il faut considérer. Et peut-être aussi comment l'aménagement du territoire peut aggraver les problématiques d'écoulement. Voilà, parce que donc ce sont des territoires aussi qui subissent une forte pression d'aménagement, une forte pression démographique. Et donc voilà. Et donc sur ce, voilà. Et donc il y a un cocktail un petit peu compliqué à gérer, puisqu'avec artificialisation du sol et des fois les aménagements que l'on a fait sur certains cours d'eau qui ont pu finalement aggraver le risque. Donc il y a toute cette réflexion à avoir, et donc il n'y a pas qu'une seule cause climatique. Il faut regarder l'ensemble des causes à la fois naturelles liées au changement climatique et puis liées aux effets directs de l'homme sur l'aménagement du territoire. Sur le plan climatique, une mer Méditerranée plus chaude pourrait donner des événements plus violents. En fait, c'est assez discuté du point de vue climatologie. C'est sur le rôle de la Méditerranée. Donc c'est pas sûr que la Méditerranée ait un effet si important que ça finalement. Mais ce qui est sûr, c'est que les masses d'air qui arrivent dans ces régions-là, et qui arrivent de sud, c'est des masses d'air, on va dire, subtropicales. Et donc effectivement, elles sont chargées en humidité. Et dans un climat plus chaud, elles seront toujours plus chaudes. L'interaction qu'il peut avoir sur ces masses d'air finalement pendant quelques heures avant de rencontrer le relief, notamment des Cévennes, c'est pas sûr qu'elle soit aussi importante que ça. Mais ce qui est sûr, c'est que dans un climat plus chaud, les événements méditerranéens seront plus chargés en vapeur d'eau, et donc ils pourront être plus intenses. Beaucoup de phénomènes météo voient leur récurrence et leur amplitude augmenter. Les hivers rigoureux, les vagues de froid sont-elles de moins en moins fréquentes sur l'Europe de l'Ouest, je parlais en France. Est-ce que le réchauffement climatique est-il forcément synonyme d'hivers moins rigoureux à notre échelle ? Alors donc le réchauffement climatique qui se traduit par une hausse des températures annuelles moyennes, il se traduit aussi par une hausse des températures en hiver. Et donc on le constate dans nos séries, et c'est aussi ce que nous disent les projections climatiques. Alors quand on analyse les vagues de froid en France par exemple, depuis toujours pareil, donc depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis le milieu du XXe siècle, ce qu'on voit, c'est que ces événements, ils sont devenus moins longs et moins intenses. Donc les événements majeurs de la fin du XXe siècle, ou de la seconde moitié du XXe siècle, l'hiver 1963, donc là c'est très ancien, mais les vagues de froid de 85-87, ça parle encore un petit peu plus. Donc voilà, donc on n'a vraiment plus connu d'événements de ce type-là depuis cette période. Alors, ce que nous disent les projections climatiques, c'est que les vagues de froid diminuent en termes d'intensité et de fréquence, mais ne diminuent pas, mais ne disparaissent pas totalement. Et donc, je rappelle qu'on a eu un événement de vague de froid en 2012 en France qui avait conduit à avoir une dizaine de jours consécutifs sans dégel et sur l'ensemble du territoire. Donc, quelque chose de beaucoup plus intense que ce qu'on a connu cet hiver, qui a concerné que la moitié du pays et qui a duré finalement 4-5 jours, alors qu'à l'époque, donc ça avait été le double en 2012. Donc 2012, c'est pas si vieux que ça quand même, c'était il y a à peine 9 ans. Donc voilà. Les températures étaient quand même moins froides, je me souviens, par rapport par exemple à celles de 87. Alors donc les températures que l'on a connues effectivement cet hiver, ou même celles de 2012, n'étaient pas comparables à celles de l'hiver 87 ou 85. Je rappelle que les moins 20 degrés avaient été atteints dans de nombreuses régions, y compris du sud de la France. Donc c'est le record de froid à Toulouse, à des températures de moins 20 degrés. Donc on en est très très loin. Mais ça reste quand même. Donc il n'y a pas de symétrie. Il n'y a pas une symétrie parfaite entre l'augmentation de l'intensité des vagues de chaleur et la diminution des vagues de froid. Donc quelque part, même dans les projections climatiques, même en fin de siècle, dans des scénarios où il se réchauffe, le risque de vagues de froid ne disparaît pas totalement, et donc il faut garder une certaine vigilance sur la possibilité d'avoir de tels événements dans le futur. Donc c'est pas total, donc c'est pas symétrique, et donc on continuera à avoir des vagues de froid, elles continueront à exister même si elles sont moins intenses et moins fréquentes que dans le passé. Alors je vais rebondir sur l'hiver qu'on vient de traverser. C'est une partie un petit peu plus technique, mais que je souhaitais aborder.
Beaucoup se joue sur un hiver froid se joue surtout sur sa circulation, ce qu'on appelle la circulation atmosphérique. Est-ce que il y a déjà des observations qui sont faites sur l'impact du réchauffement climatique au niveau des circulations atmosphériques? Et qu'est-ce qu'une une circulation atmosphérique? Alors donc on a beaucoup parlé du vortex polaire cet hiver et finalement le fait qu'il soit intense ou qu'il soit ralenti. Le vortex polaire, qu'est-ce que c'est? Donc le vortex polaire, c'est la circulation des vents autour du pôle et qui est donc au niveau de la haute atmosphère et qui quelque part piège finalement le froid quand les vents sont rapides, sont intenses. Donc le froid, il est intense au niveau du pôle, mais il ne se diffuse pas vers les autres régions. Donc quand le vortex polaire est très actif, et très fort. Donc finalement, il fait très froid au niveau des pôles, mais cet air froid ne s'écoule pas vers les autres régions. Et au contraire, donc quand il ralentit, et donc à ce moment-là, il se met en place des circulations plus méridiennes. Donc l'air froid du pôle, il peut descendre plus bas en latitude. Inversement, l'air chaud des régions tempérées ou des régions tropicales s'élève plus sur les latitudes élevées. Donc c'est ce qui s'est produit cet hiver. Hein. Donc voilà, donc on en a beaucoup parlé. Et effectivement, il y a eu des événements de froid, mais qui se sont ensuite, on l'a bien vu sur la France, qui ont été suivis ensuite des événements de forte chaleur, puisque finalement il y avait quelque part de très grosses anomalies qui se produisaient et puis qui se déplaçaient au fur et à mesure sur les différentes zones au cours du temps, au cours de l'hiver. Donc ce qui fait qu'à la fin on a un hiver normal, voire même un petit peu plus chaud que la normale, même si on a connu des événements de froid. Alors pas toutes les régions de France, mais finalement donc on a connu des périodes de froid. Et donc que dire sur l'avenir de ces circulations par rapport au changement climatique? Mais ça fait partie encore des sujets controversés ou des sujets qui nécessitent d'être étudiés. Il n'y a pas de consensus. Pour dire que effectivement dans un climat futur, le vortex polaire, est-ce qu'il pourrait être affaibli finalement et même si en moyenne le climat se réchauffe plus, est-ce que le fait d'avoir des vagues de froid à certains moments, le risque pourrait être important? C'est des choses qui sont compliquées au niveau de la modélisation de l'atmosphère, parce qu'en fait même ça joue sur ce qui se passe dans la très haute atmosphère et qui ensuite se propage vers les basses couches. Donc il n'y a pas vraiment de réel consensus sur ce point-là. Pourquoi un hiver froid ne remet pas en cause le réchauffement climatique? Mais parce que on a bien dit, c'était le début de notre propos, hein, entre la différence entre la météo et le climat. Donc la météo, c'est la partie instantanée et puis le climat, c'est la moyenne sur 30 ans. Et donc voilà, donc il peut avoir des événements intenses et ça fait partie de la variabilité naturelle du climat. Et ensuite, donc, pour analyser les effets du changement climatique, eh bien, il faut le moyenner sur de longues périodes de 30 ans. Et donc effectivement, on peut avoir un hiver froid, ça ne remettrait pas en cause le changement climatique. Par ailleurs, dans les faits, en fait, des hivers froids, on n'en a plus. Mais voilà, mais ça pourrait, c'est pas parce qu'on aurait un événement froid à un moment donné que ça remettrait en cause le changement climatique. Simplement, ce que dit le changement climatique, c'est que la probabilité d'avoir de tels événements froids, elle diminue. Mais ça reste des événements possibles du point de vue du climat parce qu'ils font partie de notre climat. Alors on repart brièvement en montagne, je vais revenir, il y a eu de forts épisodes neigeux cet hiver dans les Alpes et dans les Pyrénées, mais à contrario, le manteau neigeux à l'heure actuelle, aujourd'hui, est en net recul par rapport aux années précédentes. Est-ce que au mois de mars, par exemple dans les Alpes, la neige va fondre, enfin la fonte nivale arrivera beaucoup plus tôt dans l'hiver. Quelles seront les conséquences? On étudie beaucoup l'évolution du manteau neigeux dans les montagnes, donc à la fois en mobilisant les observations dont on dispose et puis en utilisant aussi des simulations issues de la modélisation du manteau neigeux. Alors, le diagnostic que l'on a aujourd'hui, c'est que le manteau neigeux en moyenne montagne, lui, il est très sensible donc, au réchauffement climatique aujourd'hui, parce que même au cœur de l'hiver, on peut avoir des événements de pluie qui se produisent à des altitudes moyennes, voire un peu plus élevées. Et donc, ça peut avoir un impact important sur le manteau neigeux. Et donc c'est ce qu'on a connu en particulier dans les Pyrénées cet hiver, parce que donc avec un très bon démarrage de saison, on a eu ensuite des événements de pluie à des altitudes assez élevées.
Ce que qui a l'on... contribué notamment à aggraver les inondations, notamment sur les bassins de la Garonne. Oui, même si c'est peut-être plus la fonte de la neige du Massif central que celle des Pyrénées qui est en cause sur les événements effectivement de début février là, sur la Garonne. Mais effectivement, c'est une des conséquences d'un début d'enneigement très fort suivi d'un fort redout, puisque dès la fin du mois de janvier, donc le redout était important sur ces zones-là. Au cœur de l'hiver, donc l'enneigement évolue peu finalement à des altitudes élevées, parce qu'aujourd'hui, donc les précipitations se produisent sous forme de neige. Dans le futur, cette limite pluie neige, elle va augmenter, mais aujourd'hui, donc à des altitudes suffisamment hautes, donc il neige pendant l'hiver et il n'y a pas de précipitations sous forme liquide. Mais par contre, donc au printemps, la chaleur du printemps provoque une fonte du manteau neigeux plus rapide, et donc quelles que soient les altitudes, le manteau neigeux disparaît plus tôt au printemps, et donc ça a des impacts sur l'hydrologie, notamment sur le pic de fonte dans les cours d'eau de montagne. Donc il a été avancé d'une quinzaine de jours au cours des dernières décennies. Ce manteau neigeux, cette année, il a été mis à mal par un phénomène qui est revenu 3 fois en un mois. C'est les poussières du Sahara. Je veux dire poussières, pas sable. C'est très important de faire la différence. Qui sont remontées jusqu'à l'extrême nord de la France et même plus haut dans les latitudes européennes. Est-ce que ce phénomène est aussi lié au réchauffement climatique? C'est une bonne question. Et donc là aussi, il y a controverse. Il y a discussion. Donc là, on est sur un phénomène qui existe du point de vue naturel, et donc on retrouve des traces de poussière ou de sable saharien jusque sur le Groenland et la Scandinavie. Et donc on le retrouve même dans des enregistrements de carottes de glace très, très anciens. Donc ça existe naturellement. La question c'est, est-ce qu'avec un assèchement des zones de l'Afrique du Nord, est-ce qu'il y a le risque d'avoir plus de poussière mobilisable sur ces événements de flux de sud, donc, qui se développent naturellement et donc qui ne sont pas forcément en augmentation. Donc ce n'est pas la circulation générale qui serait en cause, ce serait peut-être les interactions entre le sol et l'atmosphère dans ces régions-là. Mais ça reste un petit peu à discuter. Aujourd'hui, ce n'est pas démontré. Ce qui est important de noter, c'est que le fait qu'il y ait des sables ou de la poussière sur le manteau neigeux en montagne, ça va avoir un effet sur sa fonte plus rapide au printemps, parce que quand la neige est toute blanche, donc elle renvoie énormément la chaleur du soleil lorsqu'elle est... c'est l'albédo qu'on appelle. C'est l'albédo, et voilà. Et donc quand la neige va être de couleur plus foncée, elle va se réchauffer beaucoup plus vite, et donc elle va fondre beaucoup plus vite. Et donc ça va avoir un effet sur l'accélération de la fonte de la neige au printemps. On a vu par exemple que ces tempêtes de sable avaient des conséquences sanitaires, par exemple en Irak ou même au Maghreb. Est-ce que d'avoir ces particules dans notre air, ça peut avoir des conséquences sanitaires aussi à long terme ici en France? À long terme, non. Enfin, à court terme, en tout cas. Donc, ça fait partie des choses qui sont analysées, qui doivent être surveillées. Donc, ces poussières, donc, elles restent plus ou moins longtemps présentes dans l'atmosphère. En fait, il faut attendre qu'il y ait soit que le vent tourne pour changer, soit qu'il y ait un événement de précipitation. Et à ce moment-là, donc, ces poussières, vous les avez sur votre voiture au lieu de les avoir dans l'air et de les respirer. C'est des particules, effectivement. Donc moi je ne suis pas spécialiste donc, des impacts sanitaires sur la qualité de l'air, mais ça fait partie des choses qui ont été regardées, je crois, quel effet ça pouvait avoir sur les populations quand c'est quelque chose de très dense comme on a connu cet hiver. On enchaîne on a parlé donc du réchauffement climatique, de son histoire, des conséquences actuelles, des observations. On va parler maintenant du climat du futur. Vous avez été auteur, co-auteur, vous avez même la co-direction des projections de DRIAS qui ont été présentées par Météo France. En fait, vous pouvez nous présenter brièvement qu'est-ce que c'est ce portail DRIAS? Donc le portail DRIAS, il date de 2012, donc, et il visait à mettre à disposition les données du climat largement auprès des décideurs et auprès des bureaux d'études, des collectivités, de tout public, de façon à ce que l'on puisse utiliser les données issues de la recherche sur le climat pour les travaux sur l'adaptation. C'est ce qui s'appelle les services climatiques.
Et donc la France était assez précurseur à ce moment-là. Donc, voilà. Et donc en gros, ça veut dire que les efforts de la recherche elles puissent se traduire dans les travaux sur l'adaptation. Donc c'est ça le portail DRIAS en 2012. Et donc depuis 2012, il y a un certain nombre de jeux de données supplémentaires qui ont été produits. Donc il y a eu un jeu très important en 2014 en particulier. Et donc le travail qui a été réalisé donc, ces derniers mois, avec le rapport qui a été publié, c'est l'occasion d'une mise à jour importante de ce jeu de données, donc avec des projections climatiques très complètes sur la France, qui ont été produites, et un rapport donc, qui valorise ces données, donc, en expliquant finalement comment elles ont été produites, en répondant à un certain nombre de questions sur les choix qui ont été faits et pour produire ces données, et puis qui donne un diagnostic finalement qui font parler, qui raconte finalement qu'est-ce que nous disent ces données sur le futur de notre climat en France. 3 scénarios sur le rapport qui a été présenté cette année sont en antémané. Est-ce que vous pouvez nous présenter par rapport notamment, ils sont surtout calqués sur les émissions de CO2, c'est bien ça? Alors donc les scénarios qui sont pris en compte, ce sont les scénarios qui sont pris en compte par le GIEC. Donc voilà, donc ce qu'on fait en France, ça s'inscrit dans la logique de ce qui est fait au niveau international. Donc il y a 3 scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qui est considéré. Alors derrière ces émissions là qui sont prises en compte par le GIEC, il y a aussi un scénario de développement de nos sociétés et de collaboration. Enfin donc voilà, donc derrière il y a des hypothèses économiques qui sont réalisées. Mais ce qui importe finalement les climatologues, c'est comment va évoluer la concentration des émissions de gaz à effet de serre, aussi un petit peu des aérosols, c'est aussi ces éléments-là qui sont pris en compte. Et donc on a 3 scénarios qui sont considérés. On a un scénario, et donc c'est considéré du point de vue radiatif sur quel est l'impact de la concentration de gaz à effet de serre sur notre bilan radiatif, et donc le bilan radiatif additionnel. Donc voilà. Et donc on a un premier scénario qui s'appelle RCP 2.6 où on a 2,6 watts supplémentaires par mètre carré. Et donc celui-là, ça correspond à un scénario, on va dire, assez vertueux parce que ça correspond à la neutralité carbone de la planète en 2050. Donc c'est un scénario maîtrisé. C'est un scénario où on sait tous, où ça veut dire qu'on a commencé à faire des efforts très importants et à partir de 2020. Donc voilà, donc donc ça c'est ce scénario-là. Donc c'est ce que nous racontent les accords de Paris. Voilà. Et donc c'est un des scénarios. Donc évidemment dans ce scénario-là, on a la concentration de gaz à effet de serre. Donc les émissions diminuent à partir de 2020 et la concentration de gaz à effet de serre, elle passe à un maximum en 2050 et donc elle diminue très rapidement. Ensuite il y a un scénario un peu moins modéré. Et ensuite, si je ne me trompe pas, un scénario catastrophe où les émissions ne seraient non réduites. Alors donc voilà, donc les climatologues n'utilisent pas de termes qualificatifs, donc nous il n'y a pas de scénario catastrophe. Voilà. Donc nous on rentre des hypothèses dans les modèles, et donc il y a un deuxième scénario qui est considéré, donc qui conduit à une augmentation de 4,5 watts, RCP 4.5. Alors ce scénario-là, donc qui est considéré comme scénario donc possible d'évolution, donc ça correspond plutôt aux engagements actuels des États. Hein. Ça donne un petit peu ça, donc tels qu'ils ont été faits du moins au moment des accords de Paris. Donc on peut imaginer qu'ils pourront être reconsidérés, mais ça correspond à peu près à ça comme évolution. Et donc dans ce scénario-là, les émissions de gaz à effet de serre, donc elles ne commencent pas à diminuer dès 2020 comme dans le scénario précédent, mais plutôt en milieu de siècle. Et voilà. Et donc et on a donc une concentration qui se stabilise. Et puis le scénario RCP 8.5, donc là qui correspond à une augmentation de 8.5 watts par mètre carré. Donc c'est un scénario dans lequel les émissions restent fortes tout au long du XXIe siècle. Et donc il n'y a pas d'effort qui est, enfin ou du moins où les efforts ne se traduisent pas. Hein. Si effort il pourrait en avoir, mais en tout cas ça ne se traduit pas sur les émissions de gaz à effet de serre au niveau planétaire, et à ce moment-là, donc on a évidemment un réchauffement qui est beaucoup plus fort sur la planète. Donc grâce à ce portail, vous avez pu un petit peu prédire notre climat du futur jusqu'en 2040. Ce qu'il en ressort, c'est que le réchauffement serait donc à peu près contenu d'1 degré. Mais ça représente quoi, 1 degré d'une hausse de température moyenne? Je veux dire, pour nos concitoyens qui vivent, quel est l'impact de la hausse d'1 degré
Alors 1 degré du point de vue de la météo, c'est rien, hein, puisque donc l'écart qu'il peut avoir entre 2 journées est souvent de l'ordre de plusieurs degrés. Dans le climat, 1 degré c'est beaucoup. 1 degré c'est beaucoup, puisque donc le 1 degré, donc le réchauffement en France, donc depuis la fin du 19e, donc c'est 1 degré 7. Donc si on rajoute 1 degré de plus, c'est plus de 50% de plus que ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc 1 degré de plus, bien, ça se traduit en termes d'intensité, de fréquence des vagues de chaleur, en termes de pluie extrême, en termes de sécheresse des sols. C'est poursuivre dans les tendances et d'avoir toujours plus d'événements extrêmes de ce type-là, les problématiques de l'enneigement en montagne qu'on a évoquées. Donc 1 degré, c'est beaucoup, mais par ailleurs, c'est inévitable aujourd'hui, puisque donc c'est acquis. Ça, c'est hélas acquis, effectivement. Donc, et donc, ça veut dire qu'on voilà, on a à s'adapter à cette évolution de notre climat qui va encore se réchauffer de 1 degré. Mais par contre, donc, il faut, après tout, tous les dixièmes de degrés qui vont être épargnés seront les bienvenus. Et donc, quelque part, voilà, toutes les mesures qui pourront être prises dans les prochaines années vont éviter que les conséquences soient beaucoup plus graves. Si aucune politique forte n'est mise en place rapidement, vos prédictions révèlent une hausse de la température moyenne de plus 3,9 degrés. De plus qu'aujourd'hui, est-ce que l'on peut parler véritablement d'un climat extrême et à quoi ressemblerait-il ? Un réchauffement de près de 4 degrés de notre climat, donc là ça nous projetterait dans un monde que l'on ne connaît pas. Donc voilà. Et donc effectivement des climats de ces niveaux de température, ce sont ceux du sud de l'Espagne ou de l'Afrique du Nord d'aujourd'hui. Alors en termes de température, donc en termes de précipitations, il semble que ce que nous disent les projections climatiques, c'est que les précipitations resteraient quand même assez importantes, mais avec une répartition très différente entre l'été et l'hiver, une hausse l'hiver, une forte diminution l'été. Dans ce climat-là, ce que nous disent ces projections climatiques, donc, qui sont commentées dans le rapport DRIAS 2020, donc c'est des événements de vagues de chaleur vraiment très différents de ceux qu'on a connus aujourd'hui. Donc l'été 2003 serait vraiment un été très frais dans ces conditions-là, et on pourrait avoir des événements de vagues de chaleur, comme vous avez évoqué tout à l'heure, qui durent plusieurs mois, peut-être 1 à 2 mois au cours de l'été. Ça serait... on peut même pas encore le comparer à ce qui se fait ailleurs sur la planète. On peut pas dire que ça serait un climat désertique, un climat tropical. Ça serait vraiment l'inconnu. Un tel climat est difficile peut-être à apprécier dans l'ensemble de ses conséquences. Ce que l'on sait, c'est que, ce qui paraît de plus en plus probable aussi, c'est que dans ce climat-là, le seuil des 50 degrés lors des événements extrêmes pourrait être atteint en France. Donc c'est quelque chose d'assez difficile à imaginer, puisque ce seuil des 50 degrés, il n'a jamais été atteint aujourd'hui en Europe. Donc dans les vagues de chaleur les plus fortes que l'on a pu connaître dans le sud de l'Espagne, dans le sud de l'Italie ou en Grèce, jamais ce seuil a encore été atteint. Donc il le sera sûrement dans les prochaines années, mais jusqu'à présent il n'a pas été atteint. Et ce que nous disent les projections climatiques, c'est qu'il pourrait être atteint non seulement dans le sud de la France, mais aussi également dans le nord. Donc voilà, donc on se projette vraiment dans un climat qui est très différent d'aujourd'hui. Et évidemment, donc, on émet le vœu que ces prédictions, que vous avez choisi ce terme-là, ne se réalisent pas. Est-ce que vous pouvez, puisqu'il y a 3 scénarios, nous donner par exemple les conséquences que pourrait avoir le scénario 1, le scénario 2 qui est plus intermédiaire et le scénario 3 ? C'est difficile, donc nous on décrit dans le rapport les conditions climatiques qui seraient rencontrées au cours de ces scénarios-là. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est la trajectoire climatique qui est suivie. Parce que par exemple, dans le scénario RCP 2.6, donc neutralité carbone en 2050, eh bien, on a quand même une hausse des températures, donc de l'ordre de 1 degré, et donc, qui est atteinte vers 2050, donc avec des questions à régler en termes des difficultés de gestion en termes d'adaptation. Et puis après, donc, un retour progressif vers le climat d'aujourd'hui en fin de siècle. Dans les autres scénarios, on a une augmentation continue de la température, qui est une augmentation relativement lente en seconde moitié de 21e siècle dans le RCP 4.5, une évolution très forte dans le RCP 8.5. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité peut-être d'évaluer toutes les conséquences sur l'économie, la biodiversité, les conséquences sociales aussi derrière ces scénarios-là. Donc ça fait partie des choses
justement, donc, l'objectif de mettre à disposition ces jeux de données, c'est aussi de permettre donc, aux différents acteurs, différents secteurs de l'économie, de pouvoir apprécier à la fois donc, les efforts d'adaptation à faire et aussi de regarder toutes les risques que pourraient faire courir les scénarios climatiques les pires, donc si on ne fait pas d'efforts suffisants d'atténuation au niveau global. D'un point de vue un petit peu plus personnel, justement, on a parlé des accords de Paris, on a parlé de la neutralité carbone. Actuellement, le projet de loi climat et résilience est étudié au Parlement, par le Parlement. Est-ce que, selon vous, à l'échelle mondiale, européenne, mais aussi française, les politiques environnementales sont assez ambitieuses? Moi, il me semble que le sujet climat est maintenant dans l'agenda politique. Et donc ça, c'est déjà un grand progrès. Ensuite, donc, au-delà de l'ambition affichée des politiques, donc, les climatologues, les scientifiques, ils regarderont les résultats finalement. Et donc ce qui importe, c'est finalement les émissions de CO2 qui seront évitées et les trajectoires qui seront prises et donc les conséquences qu'elles auront pour le climat. Donc c'est encore un petit peu tôt pour se prononcer sur est-ce que ces politiques elles sont suffisamment ambitieuses et surtout la question ce sera est-ce qu'elles donnent des résultats, parce qu'au-delà de l'ambition ce seront les résultats qui seront appréciés. Et donc du point de vue du climat, si on veut viser la neutralité carbone en 2050, donc c'est dès à présent qu'il faut faire des évolutions fortes. Donc c'était le sens du rapport GIEC 1.5 en 2018. La France ne parvient pas à respecter encore ses engagements qu'elle avait pris en marge même pas en marge par rapport aux accords de Paris. Elle a été condamnée pour inaction climatique par le tribunal administratif. Est-ce que c'est pas un mauvais signal pour notre climat du futur ? Donc je pense qu'on est dans une période un petit peu charnière maintenant aujourd'hui des politiques climatiques. Donc suite aux accords de Paris, donc les États ont pris des engagements et donc sur on est capable aujourd'hui d'évaluer finalement si ces engagements ils sont respectés ou pas. Alors donc la France a été condamnée, d'autres pays en Europe l'ont été aussi et on voit bien que ces tensions autour des questions de climat, elles vont se renforcer. Après donc les efforts à faire, ils concernent les pays, mais derrière les pays, il y a les citoyens. Et donc, c'est nous tous qui sommes concernés par ces efforts. Et donc, ça pose aussi une question donc, démocratique de savoir si si on est collectivement d'accord pour changer nos comportements. Et on voit bien aussi qu'il faut aussi accepter. Les scientifiques, ils amènent la connaissance de qu'est-ce que ça aura comme conséquence de ne pas le faire. Est-ce que vous êtes inquiet pour les générations futures ? Alors là, donc la question devient très, très personnelle. Et donc, je pense qu'effectivement, on est dans une période qui est compliquée. Moi, je pense que le réchauffement climatique, je pense qu'on va l'avoir encore pendant quelques temps. Je ne suis pas convaincu. Enfin, je mesure toute la difficulté qu'il y aura à changer les comportements de la société, tellement ça amène finalement de thématiques à revoir, et je pense que ça prendra plusieurs décennies. Donc je pense je ne minimise pas l'effort qu'il y aura à faire pour changer nos comportements et basculer vers notre monde. Pour terminer cette interview, c'est une question encore un petit peu plus personnelle. Notre interview s'appelle l'interview sans filtre. Que diriez-vous aujourd'hui, Jean-Michel Soubérou, face caméra, à un climato-sceptique ? Donc on a un petit peu là, donc, ces discussions là. D'ailleurs au moment du rapport DRIAS 2020, dès qu'on parle du climat, on a ce climato-scepticisme qui peut ressortir aujourd'hui. On appelle ça climato-réalisme. Alors voilà, donc moi en tant que scientifique, moi j'ai envie de discuter de science. Alors donc selon les points de vue, différentes approches peuvent être faites. Donc concernant la réalité du réchauffement climatique aujourd'hui sur la planète, moi il me semble faire consensus et être évident, mais là aussi je suis prêt à entendre différentes choses. Sur le fait que souvent on va nous dire oui mais il a déjà fait chaud dans le passé.
Alors donc là aussi, il faut confronter par rapport à la réalité des observations dont on dispose. Et donc en fait, oui, il y a déjà eu de la variabilité. La variabilité est naturelle dans notre climat. Mais par contre, donc jamais la Terre n'a connu des périodes aussi chaudes, en tout cas au cours de plus de 800 000 ans. Donc on est sur quelque chose qui est complètement inédit. Souvent la question, elle dit, est aussi posée sur le fait de la responsabilité des activités humaines. Donc là aussi, les travaux du GIEC ont montré que seule la prise en compte des activités humaines était, que les activités humaines étaient la seule responsable du réchauffement que l'on connaissait et d'augmentation de la part du CO2. Donc je pense qu'aujourd'hui, moi je ne vois pas trop d'arguments valables du point de vue scientifique sur le climato-réalisme qui peut encore exister.